Jesus? You didn't think we'd forget your birthday, did you, boy? There you are, Jesus. And if I had any more, you'd be welcome to it. Thank you, brother. The Bible says, never let your left hand know what your right hand is doing. They keep thinking about what a rut they're in, but they don't do anything to get out of it. Bonjour et bienvenue sur le plateau télé d'Esprit Meuble, le dernier plateau de cet événement aujourd'hui. Nous allons vous parler d'un mot peut-être qui pour certains fâche, et bien pour d'autres, justement c'est une solution et une solution à un avenir dans le marché de l'ameublement. Le cycle de vie vertueux du meuble, est-ce que ça existe ? De l'éco-conception au recyclage en passant par l'écolabel. Et avec moi aujourd'hui pour en parler, Marie-Dominique Mignon, vous êtes directrice d'Écomobilier. Gilles Silberman, bonjour bonjour Dominique, bonjour Gilles Silberman, vice-président du groupe Coval. Et Marie April, vous êtes ingénieure, vous travaillez à l'ADEME, donc quand on parle de recyclage, quand on parle d'écologie, évidemment, on avait envie de vous avoir à nos côtés. Pour commencer tout de suite et pour comprendre ce que ce mot veut dire, quand on sait que l'écotaxe hier a été abandonnée par le gouvernement, on se dit mais alors tout le monde n'est pas égal dans ce monde. Il y en a qui continuent, il y en a qui s'organisent, il y en a qui payent les fameuses taxes. Et alors justement, c'est quoi ? Éco-conception, éco-participation, éco-label, recyclage. Peut-être, Dominique, c'est avec vous que je commence cette interview. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces mots ? D'abord, comment ça s'organise ? Alors effectivement, avec ces dernières années, avec l'augmentation croissante des coûts d'élimination des déchets et avec, en France, mais comme d'autres pays d'Europe, des taux de mise en enfouissement des déchets importants, parce qu'aujourd'hui, très grande quantité des déchets ménagers sont enfouis sous terre, ne sont pas encore valorisés pour certains produits. Ouais. Et c'est le cas pour le mobilier. 55% des meubles en fait sont enfouis sous terre et c'est jusqu'à 90% pour la literie. Est-ce que c'est beaucoup par rapport à d'autres, par exemple, je sais pas, des téléphones, à des téléviseurs, à d'autres produits ? Oui, que c'est beaucoup ? Oui, c'est beaucoup parce qu'aujourd'hui, pour certains, pour la majorité de ces produits, il n'existe pas encore de solutions de recyclage industrialisées qui permettent de valoriser, recycler ces produits sur le territoire national.
Les autres pays d'Europe ne font pas beaucoup mieux, donc c'est pas un enjeu franco-français, c'est un enjeu, je dirais, dans tous les pays d'Europe. C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du Grenelle 2, une mesure a été prise pour organiser la valorisation et le recyclage de ces produits et pour, du coup, détourner un maximum de ces produits de la décharge, de l'enfouissement, où ils finalement finissent aujourd'hui, où ils échouent aujourd'hui pour la majorité. Gilles Siderman, vous êtes souvent en avance, vous anticipez le marché, vous avez anticipé de la même manière cette difficulté, en tout cas cette problématique, et vous en avez fait finalement une filière qui s'appelle Ecomobilier aujourd'hui. Donc, qui s'appelle Ecoval. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est simplement, je crois qu'il faut reprendre l'histoire et pas se tromper dans la démarche qu'a eu le groupe. Et je veux dire, ça participe un peu au discours politique depuis un certain nombre d'années, où il est demandé aux entreprises de savoir développer des métiers nouveaux pour essayer de préserver de l'emploi. Le groupe Coval était confronté à un problème d'emploi sur un de ses sites, et en réalité, la problématique était, est-ce qu'on ferme le site et on licencie l'ensemble des salariés, ou bien est-ce qu'on essaye sur le site de développer un métier nouveau? Et on a pris le pari, effectivement, du recyclage. Quand je dis recyclage, ce n'est pas le démembrement fondamentalement, c'est plutôt la création de nouveaux matériaux à partir de matériaux usagés. Usagés recyclés. D'accord, et je pense que c'est important de le comprendre. La deuxième démarche, une des difficultés qu'on rencontre dans le recyclage, c'est que bien souvent, on imagine des process de recyclage, sauf que ce qui manque et ce qui est difficile pour les entreprises qui se lancent dans ce secteur, c'est en réalité d'avoir des débouchés. Or, la particularité de notre démarche, ça a été de dire, eh bien, on va déjà trouver un premier débouché dans notre propre métier. Et c'est ça qui permettait quelque part de bâtir un plan et de lancer ce premier outil. Mais c'est clair qu'on n'est pas simplement sur des matériaux à destination de notre propre métier. Demain, c'est des matériaux vers d'autres utilisations. Et c'est une industrie à part entière qui se crée avec, et je rencontre souvent d'autres acteurs du recyclage, avec une problématique toujours, c'est de dire les investissements qu'on doit faire sont significatifs. Si on n'a pas immédiatement les débouchés, eh bien on a un problème de portage de ces outils le temps qu'on se crée les débouchés. Et ce qui était intéressant pour nous, c'était réellement d'avoir dès l'origine un débouché qui permettait de justifier quelque part l'investissement. Mais pour moi, c'est deux métiers différents. Il y a le métier de la literie d'une part et le métier de la création de ces matériaux, même si bien souvent on assimile les deux. Pour moi, c'est deux métiers à part entière qui répondaient à une problématique politique de dire essayer d'apporter des métiers nouveaux. Surtout que dans la rue, ce qu'on voit le plus, ce sont des matelas. Ça a toujours fasciné tout le monde, les observateurs bien sûr. Donc on peut dire qu'aujourd'hui, on peut trouver aussi une deuxième vie à ce matelas, y compris celui qu'on trouve dans la rue. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est la mission d'Ecomobilier, créée à l'initiative des fabricants et des distributeurs français de mobilier, c'est une réglementation française. Les 24 actionnaires, fabricants et distributeurs qui ont pris l'initiative de créer Ecomobilier, effectivement, la première mission et le premier objectif qui se sont fixés, c'est structurer la filière pendant les premières années, c'est-à-dire susciter la mise en place de nouvelles installations permettant de démanteler, de recycler, de valoriser ces produits. Et comme vous le dites, un matelas sur un trottoir, il reste sur le trottoir, personne vient le récupérer, parfois, contrairement à certains types de produits d'ailleurs qui sont plus métalliques. Et donc l'objectif, c'est bien ça, c'est de mettre en place en France, sur les territoires, un réseau d'installations permettant de démanteler, recycler les matelas, les produits rembourrés, canapés et autres, qui n'ont pas non plus aujourd'hui de solution de recyclage sur le territoire national. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas encore aujourd'hui de solution parce qu'elles n'ont pas trouvé la finalité du produit à recycler. Mais ça ne saurait tarder, j'imagine. Alors la réponse est, en réalité, la finalité, on sait le faire. C'était beaucoup plus la problématique initiale du démembrement des canapés, du transport des canapés qui posait problème. Et je dirais, il est clair que le matelas, le canapé, on retrouve à peu près les mêmes éléments. Et je dirais aujourd'hui, dans les prochains mois, nous serons en mesure, mais là encore, c'est toujours cette confusion des genres entre l'industriel du meuble et le recycleur. Et je souhaite qu'on sépare les deux. Nous, en tant que recycleurs, nous saurons démembrer le canapé et derrière, clairement, ensuite réutiliser les différents matériaux, sachant que, comme vous le savez, il y a des textes qui sont sortis récemment sur l'économie solidaire et que dans cette démarche-là, on apportera aussi à cette économie solidaire les capacités de pouvoir démembrer de façon sécurisée
l'ensemble des produits, parce qu'il est clair qu'il peut y avoir des problèmes sanitaires, et donc on est dans une démarche à notre niveau, nous industriels, à vouloir sur l'ensemble de la filière du démembrement et du recyclage, pouvoir sécuriser aussi le caractère sanitaire de cette démarche. C'est inventer des nouveaux métiers aussi, Gilles Silberman. La réponse, c'est de dire, et j'aime choquer tout le monde, la réponse, c'est de dire, l'Europe va mettre en place, en réalité quelque part, l'obligation de recyclage des matelas notamment. C'est prévu que tous les États répondent avant fin 2018 sur les mesures qu'ils entendent prendre pour ne plus enfouir. Et je dirais, finalement, la France, en imposant cette règle avant les autres, donne une opportunité exceptionnelle à des industriels français qui se lancent dans cette démarche de pouvoir être demain leader sur d'autres pays dans cette démarche et de finalement créer une filière industrielle française capable d'exporter ses savoirs sur d'autres pays. Donc pour moi, je dirais, c'est douloureux aujourd'hui parce qu'en tant qu'industriel de la literie, c'est un coût. C'est un coût pour les distributeurs du meuble, c'est un coût, mais je suis toujours, il faut savoir prendre ces différentes casquettes en disant pour l'industrie et la distribution du meuble, c'est insupportable. Par contre, dans le métier du recyclage et dans la capacité qu'a la France demain d'être un leader sur le plan de la création des nouveaux matériaux, c'est une opportunité exceptionnelle. Eh bien, je dirais, il faut savoir et souffrir d'un côté, mais se donner les opportunités de l'autre. Dominique, vous avez l'air d'acquiescer totalement aux propos de Gilles Silberman. Oui, tout à fait. Effectivement, ce que veut dire Gilles Silberman, c'est qu'il y a une richesse exceptionnelle de matériaux dans ces produits, de la mousse, du polyuréthane, du latex, du bois. Enfin, on sait aujourd'hui même que dans le meuble, effectivement, c'est pas seulement la literie et les produits canapés. Le bois, 70% de ce mobilier, c'est du bois, notamment du panneau. On sait déjà aujourd'hui, chez les industriels français, les fabricants de panneaux, qui parfois aussi sont industriels du meuble, réincorporer ce bois usagé dans la fabrication de panneaux qui viennent pour la construction ou pour la fabrication de mobilier, jusqu'à des taux de 40%, voire 50%. C'est incroyable maintenant. Ce qui est déjà ce qui est énorme. exceptionnel. Donc, c'est de la boucle fermée aussi sur le territoire national, ce qu'on appelle de l'économie circulaire, on en parle beaucoup. C'est déjà le cas pour ces produits en bois. Ça peut être le cas pour la literie, ça peut être le cas demain pour les produits rembourrés. Les débouchés existent, comme le dit Gilles Silberman, c'est-à-dire que pour tous ces matériaux, il y a des débouchés, pas seulement dans le mobilier, mais dans l'isolation, dans l'isolation phonique, dans l'isolation thermique. Voilà, beaucoup. Le bâtiment. L'automobile. Donc il y a des débouchés, c'est assez exceptionnel. Et effectivement, faisons de cette contrainte économique pour ce secteur une réalité d'un marché. Une opportunité pour développer des outils. J'ai trouvé même encore dans le discours de Gilles Silberman, avant d'écouter dans quelques instants aussi Marie, parce que l'ADEME est un organisme justement qui pousse à ce type d'inventivité. Je trouve que ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est d'arriver à même dire la France a anticipé, la France a innové, et en ce moment on en a bien besoin. Je trouve que ce serait une sacrée bonne nouvelle, en tout cas une bonne piste d'orientation. Je dis simplement, et c'est, je veux dire, si je vais dans un autre domaine qui est le domaine du théâtre, on a une contrainte de temps, on a une contrainte d'espace, et finalement on est toujours meilleur quand on a des contraintes que quand on n'en a pas. Et donc cette contrainte qui nous a été imposée à un moment difficile, je le dis clairement parce que la crise est là, crée, je veux dire, pour ceux qui savent la saisir, des opportunités. Je tiens à dire clairement que pour nous, c'était un moment extrêmement difficile parce qu'il y avait des investissements lourds à faire. Ces investissements, malheureusement, dans nos domaines, eh bien, ils ne sont pas nombreux à vouloir nous soutenir. Dans le cas d'espèce, et je dirais quelque part, l'ADEME est intervenu à notre côté puisque nous avons pu, grâce à eux, créer ce que j'appelle un site pilote qui a permis effectivement de lancer cette démarche de recyclage. Mais c'est clair que, je dirais, c'est jamais dans les moments faciles que l'on fait ce genre de choses. On y est contraint par les difficultés. C'est là où il faut savoir saisir ces opportunités, s'en donner les moyens dans un environnement difficile, mais qui finalement peut être porteur d'avenir pour les entreprises qui y vont. Quand vous écoutez tout ce qui se dit, vous devez être finalement, vous êtes au cœur de la problématique et vous voyez que les acteurs majeurs de l'industrie du meuble sont en action. Ça doit vous rassurer et ça va totalement dans le sens de ce que défend l'ADEME dans ses valeurs.
plein. Effectivement, là, on est en plein dans l'innovation. Ecoval s'est placé parmi les premiers qui sont venus nous voir au moment de la création de la filière REP ameublement pour nous dire la filière n'est pas encore en place, mais on a déjà des solutions à développer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les a soutenus sur ce projet-là, puisqu'on le trouvait intéressant. Non seulement cela a un intérêt environnemental, mais aussi ça crée des emplois dans le domaine du recyclage qui, eux, ne sont pas délocalisables. Donc ça fait de l'emploi qui reste en France, avec des solutions qui sont également exportables et qui ne partiront pas en dehors des frontières de l'Europe. Donc on ne peut que encourager ce type de projets qui sont à la fois un intérêt environnemental et économique non négligeable en cette période de crise. Dans les grandes industries, qui s'est mis aussi en place sur ce système en dehors du mobilier ? Est-ce qu'il y a de grandes industries qui ont réussi à trouver des réponses aux problématiques du recyclage ? Alors, l'ADEME a lancé l'année dernière le programme Investissement d'avenir avec un grand programme en fait, d'innovation et un certain nombre de projets de développement expérimental et aussi de recherche industrielle. Tous ces projets ont pour vocation donc, d'avoir des avancées dans les domaines environnementaux tout en créant un certain nombre d'emplois, qui est quand même un nouveau segment sur lequel se place l'ADEME et auquel on prête attention. Sur le mobilier, on a quelques autres projets qui sont sortis dans ce cadre-là, sur les matelas et aussi des projets qui ont émergé sur les autres matériaux. Gilles Silberman, on parle donc du recyclage. L'éco-conception dans l'univers du meuble aujourd'hui, c'est réaliste, c'est possible, ça va exister, ça s'organise comment ? Écoutez, je pense qu'au niveau de l'éco-conception, il y a des problématiques de définition de ce qu'on appelle éco-conçu. Je dirais d'autant plus qu'à partir du moment où on met derrière en place des chaînes de démantèlement structurées, automatisées, et on a aujourd'hui des outils extraordinaires de séparation des matériaux automatisés. La question aujourd'hui, c'est beaucoup plus quel type de matériaux on utilise au départ dans la conception des produits. Et je pense qu'il y a encore d'énormes évolutions à faire sur les matériaux utilisés plus que sur l'éco-conception au sens assemblage des produits. Parce que je veux dire, aujourd'hui, énormément de choses peuvent se faire, d'autant que dans certains cas, on est obligé par rapport aux matériaux d'origine, et je rappelle qu'un matelas, on le change tous les 10 ans, les normes REACH n'étaient pas les mêmes, et donc on est de toute façon obligé quelque part de le broyer pour essayer d'éliminer un certain nombre de composants chimiques qui ne sont plus autorisés aujourd'hui, donc ça participe des choses. Moi, je dirais tout ça, c'est beaucoup un problème de définition, parce que ce qui est le pire dans nos métiers, c'est qu'on galvaude ce que j'appelle un certain nombre de mots. Quand on dit éco-conçu, et beaucoup parlent d'éco-conception, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire derrière. Quand on parle de verre, on ne sait plus très bien ce que ça veut dire derrière. Quand on parle, je suis désolé de le dire de cette façon-là, quand on parle de Made in France, on ne sait plus très bien tout ce que ça veut dire derrière. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on a trop tendance à mélanger le recyclage avec l'industrie du meuble. C'est deux métiers. Deux métiers différents. Les grands industriels du meuble se sont lancés là-dedans. Je dirais, ce n'est pas les grands industriels du meuble. Nous étions, confrontés à un problème d'emploi. On avait la chance d'avoir conservé, le savoir-faire de la fabrication de la mousse, d'avoir conservé le savoir-faire de la fabrication du ressort, le savoir-faire de la fabrication du latex. Et donc, on était encore dans l'industrie de la chimie. Et étant dans l'industrie de la chimie, on avait encore les connaissances nécessaires pour développer des outils associant la chimie à la création de matériaux. Mais c'est deux métiers différents par rapport à la fabrication du meuble. C'est vrai ce que dit Gilles Silberman sur l'uniformisation de du mot éco. Entre l'Europe, la France est en Europe, mais l'Europe, le reste du monde, comment on arrive, parce que finalement les problématiques ne sont pas les mêmes pour tous les pays, comment est-ce qu'on arrive finalement à trouver quelque chose qui soit juste ? Et une autre question pour Gilles Silberman après, est-ce que c'est une valeur ajoutée aujourd'hui dans un produit ? Voilà, pour le consommateur in fine, j'entends. L'uniformisation du mot éco, est-ce que c'est réaliste ?
En Europe ? C'est sûr que derrière éco, on peut mettre un certain nombre de choses, hein, écologie, économie, enfin, tout dépend quel est le concept après qu'on va développer. Pour revenir juste sur l'éco-conception, c'est une notion très large qui prend le cycle de vie du produit dans son ensemble. Donc l'éco-conception, c'est pas seulement la fin de vie, c'est aussi les ressources à la Bien base, sûr, à la sa base. fabrication, comment c'est fait dans les usines, sur les sites de production, quel est l'impact du cycle de production, son utilisation. Sur le meuble, l'utilisation est peut-être un peu moindre. Et après, seulement la fin de vie. Et là, on se retrouve sur la filière écomobilier et la filière REP. C'est une problématique pour vous, je suppose, écomobilier, de gérer toutes ces normes et la difficulté de l'uniformisation des normes, au fond. Oui, c'est très important. Alors effectivement, pour Écomobilier, comme pour toutes les sociétés agréées par l'État, finalement, dans le cadre de l'organisation de ces filières de recyclage et de valorisation des produits, la première mission, c'est de structurer les solutions de collecte et de valorisation les premières années. Et la deuxième mission, mais qui est finalement la finalité d'Écomobilier et de nos homologues, c'est d'encourager les metteurs en marché, fabricants et distributeurs à prendre en compte la fin de vie des produits dès la phase de conception. Donc effectivement, c'est une portée plus restreinte que l'éco-conception dans tout son cycle ensemble de vie. Il s'agit d'identifier les critères qui permettent finalement d'améliorer l'impact de la fin de vie du produit au niveau de son recyclage ou de sa valorisation. C'est par exemple son aptitude au recyclage sur les matériaux, ce que disait Gilles Silberman, les matériaux eux-mêmes. Le matériau est-il recyclable ou non ou pas? Là, il y a la notion d'assemblage, et je suis assez d'accord, les assemblages des matériaux entre eux, c'est vrai qu'il y a une telle évolution industrielle des process de séparation et de broyage que c'est un critère important, mais en réalité, ce qu'il faut que nous, on fasse aujourd'hui, c'est avec les professionnels du traitement, du tri, de la valorisation, c'est de regarder précisément, avec les acteurs de la réutilisation aussi, qu'est-ce qui améliore la réutilisation du produit dans son matériau, dans son assemblage? Qu'est-ce qui améliore l'aptitude au recyclage du produit dans ses matériaux, dans les assemblages des matériaux entre eux? Et une fois qu'on a fait ça, cet inventaire qu'on est en train de faire avec les acteurs opérationnels, alors on pourra se dire, voilà, les critères importants pour encourager à l'éco-conception, c'est tel ou tel critère. Voilà, donc ce travail, on le fait avec les professionnels pour pouvoir définir d'ici l'année prochaine, mi-l'année prochaine, des critères. In fine, le consommateur, au fond, est-ce qu'il va acheter un produit avec cette conscience de l'éco, oui ou non? Alors, moi, je vais répondre d'une façon très simple en disant on sait qu'entre un produit qui répond ce que j'appelle à l'éco-conception, entre guillemets, et un produit qui n'y répond pas, malheureusement, le consommateur, aujourd'hui, compte tenu de sa situation, n'ira pas payer plus cher. Lui, c'est l'économie. Si je devais raisonner autrement par rapport à ce qui vient d'être dit pour rendre la chose plus compréhensible, la finalité de cet écomobilier ou de cette éco-conception, c'est de faire en sorte à terme que le produit éco-conçu, qui donc permet effectivement un recyclage, je dirais effectif avec la création de matériaux, ne supporte plus ce coût additionnel, ce qui veut dire qu'en fait c'est sur le plan économique qu'apparaîtra la réalité, c'est-à-dire que quand vous achèterez un produit éco-conçu payant moins au titre de l'apport à écomobilier, il sera plus compétitif. Et donc si je devais prendre l'exemple du domaine de la literie, si aujourd'hui par exemple sur un matelas on paye 5 € au titre de l'éco-mobilier, la finalité demain, c'est peut-être si on arrive à faire notre travail correctement, c'est que le produit matelas, pour celui qui aura été éco-conçu et donc réutilisable au niveau des matériaux de façon correcte, ne paye plus rien. Et là, on aura réussi, en réalité, l'objectif même de cette REP qui a été mise en place, puisque l'objectif, c'est précisément d'amener au niveau de la démarche une situation où ceux qui s'engagent dans cette démarche à la terme, arrive à échapper à ce coût. Et je pense que c'est comme cela qu'il faut le voir. Ce n'est pas simplement une démarche consommateur, c'est au-delà de cela. Et c'est pour ça que je dirais, de toute façon, au niveau de la démarche consommateur, une des difficultés, c'est que ces mots sont galvaudés de toutes parts. Et que donc, il appartient aussi à Écomobilier de clarifier, je dirais quelque part, qu'est-ce qui est réellement rentre dans les objectifs, qu'est-ce qui n'y est pas. De la même façon qu'on voit au titre de la publicité, et heureusement de temps en temps, que certains organismes interviennent sur l'usage
du mot vert ou l'usage du mot développement durable, parce que c'est clair qu'il faut redonner confiance aux consommateurs sur ce qui est écrit ou ce qui est annoncé au niveau des produits. Oui, donc il n'y a pas que la valorisation du produit, il y a la valorisation du contenu. Ça, je vous pose la question à vous, à la dame, je pense. Oui. C'est-à-dire auprès du consommateur in fine, c'est-à-dire la valorisation du contenu, on s'y perd, honnêtement. Alors là, c'est plutôt le rôle des metteurs sur le marché d'aller expliquer à leurs clients, en fait, qu'est-ce que l'éco-participation, pourquoi ils payent cette éco-participation. Après, je voulais rebondir sur ce que disait monsieur Silberman. La réglementation prévoit une modulation de cette éco-participation en fonction de critères d'éco-conception en vue de la fin de vie. Les critères dont parlait Dominique tout à l'heure, qui restent à définir courant d'année prochaine et qui permettront ainsi aux metteurs sur le marché qui font un effort en fait, en vue de cette fin de vie et en vue de la valorisation des meubles, de bénéficier à moindre coût d'une participation plus faible à la filière. Ça veut dire que c'est du lobbying derrière pour arriver justement à pousser à ce que de votre part justement auprès du gouvernement aussi, de dire voilà attention, il y en a qui jouent le jeu, il y en a qui font des choses, mais ce sont des coûts rajoutés. Il faut pousser, non? C'est plus un encouragement en fait. C'est de l'encouragement. C'est pour pousser la filière, un mot un peu moins fort. Pousser la filière vers le haut. Oui. Mais pour pousser la filière vers le haut, il faut aussi mettre. Pour moi, ce n'est pas du lobbying. Si je peux économiser 1 euro dans nos métiers, c'est beaucoup d'argent. Bien sûr. Et donc, tout ce qui peut participer en réalité d'un gain et d'un avantage concurrentiel parce qu'on s'est inscrit dans l'éco-conception telle qu'elle sera définie dans le cadre des travaux qu'on mène à l'heure actuelle au niveau des immobiliers, eh bien, c'est un avantage concurrentiel qui sera donné d'ailleurs davantage aux industriels français parce qu'on est confronté, nous, directement à ce problème en tant que metteurs sur le marché. Et donc, par rapport à une concurrence étrangère, c'est clair qu'elle paye au travers du distributeur sur la mise sur le marché. C'est clair que c'est à nous, en réalité, de prendre les initiatives pour gagner cet avantage concurrentiel parce que, précisément, on se sera inscrit dans cette démarche. Oui, il faut être aidé aussi pour aller justement vers ce marché. Dominique? Oui, alors effectivement, Gilles Silberman a l'habitude de dire les choses. Ah oui, je le connais bien. C'est l'avantage. Formidable, voilà. Je trouve. En fait, il y a 2 sujets là qu'on aborde. Il y a le sujet de, dans le futur, la valorisation des matériaux permettra-t-elle effectivement de venir en déduction de manière significative par rapport au coût logistique du ramassage et du tri des matelas et des produits rembourrés? Parce qu'aujourd'hui, ce qui coûte pour ces produits literie rembourrés, entre autres, hein, si je mets de côté le meuble, on peut en parler, c'est bien le ramassage, la collecte et le tri. Voilà, des coûts logistiques dans un pays qui est vaste, contrairement à d'autres pays d'Europe, avec dans certains départements une densité de population. Enfin, je vous fais pas la carte de France. Mais chaque chose a sa pour avoir logique. vécu, moi, enfin, à titre personnel, d'autres filières avec d'autres types de matériaux, les plastiques, etc., on sait qu'il y a 20 ans, personne ne voulait payer 1 euro pour du PET, des bouteilles en plastique. Aujourd'hui, la recette de valorisation de la matière plastique est importante et effectivement vient participer de manière significative au coût de collecte des bouteilles en plastique. Voilà. Alors on peut se projeter dans 10, 15 ou 20 ans et se dire qu'effectivement la mousse, les polyuréthanes, etc. et tous les matériaux que l'on peut retirer de ces produits viendra en déduction des coûts. Donc c'est un objectif d'optimisation qui est le même d'ailleurs pour les meubles en bois, le panneau, avec un marché pour le coup, pour le bois très particulier, puisque vous le savez peut-être, mais en France, le matériau bois est en compétition entre le recyclage et la filière énergie. Oui. Voilà. Maintenant, sur la modulation, il faut que pour le consommateur, effectivement, tout ça reste simple. Cohérent. Alors cohérent, mais simple aussi, effectivement, qui est un par rapport à ce bénéfice. qu'il va acheter, au fond, une fine. Je veux dire, globalement, Qui comprenne, ce soit simple. D'accord. Voilà, parce que effectivement, le danger auquel on peut être confronté et que nos administrateurs nous rappellent en permanence, c'est rester simple, parce qu'effectivement, on a une très grande variété de produits. Dans le meuble, on a un essor des produits modulaires qui est assez exceptionnel, donc. Voilà, donc c'est pas facile de faire payer aux consommateurs une contribution et que tout ça reste simple, avec demain une modulation de cette contribution. Donc on doit à la fois inciter, moduler, que certains produits payent un petit peu moins que d'autres,
pour encourager l'éco-conception, mais en même temps, il faut rester simple pour le consommateur. Voilà. Donc ça, c'est un enjeu Que simple. le consommateur se sente éco-consommateur, au fond. Oui, mais qui comprenne ce qu'on lui Bien raconte. sûr, mais il faut que ce soit simple. Je vais prendre un exemple très simple. Sans doute demain, si on raisonne sur la literie, je prends cet exemple-là, lorsqu'on sera arrivé au plein régime de la literie, peut-être que le coût de l'éco, que moi j'appelle écotaxe, mais c'est un mot inapproprié, d'accord, d'actualité. peut-être de 15 €, eh ben, si je veux dire on a bien travaillé sur l'éco-conçu, peut-être qu'on pourra voir qu'un matelas supporte un coût de 15, alors qu'un autre supporte qu'un coût de 5, et pour le consommateur, 10 € de différence, c'est clair. Je veux dire, tous les autres débats de dire c'est éco-conçu, c'est pas, c'est telle chose, c'est telle autre chose, on s'y perd, comme on s'y perd sur le problème de savoir c'est un produit français, qu'est-ce qui est français lorsqu'on a des coutis qui viennent, lorsqu'on a un coutil qui vient de Chine, quand on a une mousse qui vient éventuellement de Belgique, quand on a, et que finalement, qu'est-ce qu'on fait ? On fait, je veux dire simplement, l'assemblage du produit. Est-ce qu'on est sur un produit français ou pas ? Je pense qu'il y a un moment donné où c'est clair il faut qu'à un moment donné, on rassure le consommateur. Et pour rassurer le consommateur, il faut un discours extrêmement simple, précis et vrai. Et c'est aussi notre problématique à nous. Si on veut garder la confiance des consommateurs, on se doit de parler vrai, de dire les choses correctement. Et on doit commencer à mener la chasse, si vous m'exprimez, à tous ceux qui racontent des histoires et derrière, il n'y a rien. D'accord ? Donc je dis simplement, mais c'est de notre responsabilité industrielle et professionnelle de commencer à s'auto-réguler sur l'utilisation des mots. C'est à nos professions d'en prendre la responsabilité, parce que sinon, autrement, on perdra ce que j'appelle nos valeurs ajoutées et notre savoir-faire et notre capacité à continuer à être des industries françaises. Dominique, Marie, je pense que vous êtes complètement d'accord avec ce discours. Oui, c'est ça. Il faut faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Et il faut être bien clair sur ce qu'on raconte. D'ailleurs, en matière d'éco-conception et sur ce qu'on dit aux consommateurs, on fait aussi très attention, et on va l'étudier avec l'ADEME, à faire en sorte que ces critères que l'on va établir soient aussi en cohérence par rapport justement aux écolabels qui peuvent exister ou aux normes, quelles qu'elles soient, qui peuvent exister, de sorte que ce discours soit compris et que le consommateur n'ait pas à faire une multitude de messages sur le éco, ce que vous dites, avec d'un côté le produit, sa conception, de l'autre sa fin de vie. Enfin, il y a l'affichage environnemental aussi, qui est un sujet qui concernait ce secteur, qui vient aussi télescoper nos problématiques. Donc, à un moment donné, il faut penser au consommateur en se disant qu'est-ce qu'il va juste comprendre. Voilà, donc c'est pour ça que d'ailleurs que c'est un travail de longue haleine et qu'il ne faut pas se... Je voudrais simplement sur ce plan-là donner un exemple. Il y a eu à un moment donné un travail qui avait été fait avec les autorités françaises sur le problème précisément du problème environnemental, avec des critères de calcul des produits de literie. On arrivait à quelque chose de totalement inimaginable qui faisait que si on sortait un matelas qui faisait 10 cm d'épaisseur, nécessairement il répondait mieux aux normes environnementale qu'un produit de 20 cm. Or, lorsqu'on fait un matelas, naturellement, il faut apporter un certain nombre de qualités au matelas. Et donc, cet affichage tel qu'il avait été imaginé venait à dire acheter un matelas, je veux dire, qui contient le minimum de mousse, qui a le minimum d'épaisseur, et oublier la façon de dormir. Et donc, je dirais, c'est clair que dans cette démarche-là, il faut à la fois prendre en compte les valeurs ajoutées que nous apportons, nous, en tant qu'industriels du métier, pour créer la qualité du produit, et en même temps, je veux dire, pondérer cela sur le plan environnemental, parce que c'est ces deux éléments qui participent de la valeur d'un produit. Et donc c'est cet ensemble-là sur lequel il va falloir retravailler, mais en prenant en compte l'ensemble des problématiques, et pas simplement une vision qui consistera à dire si j'ai un matelas de 2 cm, je suis nécessairement sur le plan environnemental beaucoup mieux. Alors, Gilles n'exagère pas, je pense que c'est tout à fait réaliste. Oui, effectivement, le confort et l'écologie, en tout cas l'éco-conception, l'éco-participation, enfin, les écolabels, c'est pas forcément, ça marche pas forcément ensemble. Alors, effectivement, c'est très compliqué parce qu'il y a un nombre indéfinissable de critères qui peuvent rentrer en compte. L'idée, c'est de choisir les bons critères qui correspondent à tout le monde. Et qui remplissent l'ensemble des fonctions, aussi bien en termes économiques, écologiques, en termes de confort, enfin, que l'ensemble des parties prenantes y trouvent leur compte et qu'on arrive à un bon produit qui soit bon pour tout le monde. Il y a encore un peu de travail, non ? Sur le sujet ?
Écoutez, s'il n'y avait pas de travail, on s'ennuierait. Vous savez que autour de cette table, il y a des gens qui aiment travailler, qui aiment créer, qui aiment avancer. Et ça participe aussi de la valeur ajoutée qu'on crée, en définitive, dans nos produits et dans notre perspective, parce que finalement, si on ne crée plus rien, ben on meurt. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à ce dernier plateau télé d'Esprit Meuble. On a compris que éco était un mot, en tout cas, qui était dans le cœur et dans le travail au quotidien des grandes entreprises françaises. Oui, Dominique ? J'en profite pour m'adresser aux professionnels et leur dire que le bénéfice pour le consommateur, c'est aussi la collecte du mobilier. Bien sûr. Et s'ils veulent s'inscrire pour qu'on leur apporte ce service de la collecte du mobilier, qu'ils viennent nous voir, qu'ils s'inscrivent sur le site. Dès lors qu'ils sont adhérents, on en a 6000 qui sont déjà adhérents, ils ont donc la collecte gratuite. Voilà, c'est nous qui organisons le service pour le mobilier qu'ils reprennent auprès du particulier, du consommateur. Voilà, je n'aurais pas retenu Écomobilier, Ecoval et l'ADEME aujourd'hui présents autour de cette table. Merci beaucoup à tous les trois et bonne journée. Merci.